Dear. Valid people. Dear. Valid people. Bonsoir à tous et à toutes, et merci d'être là ce soir. Alors déjà, bonne année 2026, qu'elle vous apporte de la douceur, de la joie, des moments voilà, de calme, de sérénité, et à la fois une année qui soit stimulante, on va dire, en termes de projets et de tout plein de choses. Moi, je m'appelle Camille. Je fais partie de l'association Dear Valid People, que vous voyez écrit, et qu'on a cofondé avec Damien, ici présent. Oui, ok, on peut applaudir carrément. Elle est payée pour ça. Juste par main levée, qui n'a jamais entendu parler de cette association, de cette structure ? Ok, yes, un petit tiers, on va dire, de la salle. Donc, Dear Valid People, c'est une association qui a été créée en septembre 2023. On est basé à Montpellier, mais on bouge. Et l'idée, c'est de parler de la question du handicap, du sujet du handicap, des discriminations et aussi du sujet du validisme. Donc, qui est le fait de vivre dans une société conçue par des gens valides et pour des gens valides. Et tout ce qui s'extrait de cette norme, on va dire, n'est pas trop, pas bien perçu, ou en tout cas, voilà, subit certaines discriminations, certains rejets. Bon, on pourrait y revenir. Et les activités principales de cette association, c'est ça, comme on fait là ce soir, des conférences, donc au Gazette Café. On fait également des conférences au Quartier Généreux, à la base, au Carrousel. Et maintenant, depuis 2026, on a lancé des cercles de parole. Donc qui sont des espaces pour parler de plein de sujets divers et variés, avec des cercles de parole uniquement avec des personnes handicapées, et puis des cercles de parole en mixité, ce qu'on appelle, donc avec des personnes handicapées et puis des personnes valides. Alors oui, on va dire l'intitulé de personnes handicapées, pour nous, il est assez simple et assez léger. C'est une caractéristique, c'est une casquette, une étiquette supplémentaire, on va dire qu'on se met. Enfin, au-delà de l'étiquette, c'est factuel. Voilà, on est un bureau au sein de l'association composé uniquement de personnes handicapées, avec des handicaps divers et variés, et on n'a pas trop de difficultés à se dire personne handicapée. Donc voilà, ça sera peut-être ce terme-là qui sera plus ou moins employé au cours de la soirée. Toutes nos conférences, elles sont enregistrées. C'est la raison pour laquelle on parle dans un micro. Et où mes invités en feront de même si elles sont pas très contentes. Et ça va être pareil pour vous, si vous avez des questions, des interactions, si vous avez envie de réagir ou quoi, je vous demanderai de bien lever la main et de prendre le micro, si vous êtes OK avec le fait que ça soit enregistré. Et donc ensuite, tous ces épisodes sont disponibles donc en podcast sur la chaîne YouTube, et puis sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, etc. Je finis l'introduction en rappelant que nous sommes donc une association, comme vous l'avez compris, et que vous pouvez adhérer, vous pouvez faire des dons, vous pouvez soutenir de plein de manières qui soient, en communiquant, en nous écrivant, en partageant aussi vos ressentis et vos avis sur tous ces sujets qui nous passionnent. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre, ou on pourra en reparler plus en détail à la fin de cette conférence. Voilà. Cela étant dit, donc ce soir, on va parler d'émancipation, d'épanouissement à travers la question des troubles psychiques. Et donc pour ce faire, j'ai le plaisir de vous accueillir, mesdames. Donc déjà, Najette, bonsoir. Bonsoir.
Et Alice, bonsoir. Bonsoir. Merci mesdames d'être là, c'est trop cool, très chouette. Pour certaines, une d'entre elles vient de un peu plus loin. Donc merci d'avoir fait l'effort de venir jusqu'à Montpellier. Merci de votre invitation. Merci à toi et à Damien. Trop bien. On va... Grâce à qui nous sommes ici aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. On va parler, voilà, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, mais déjà je vais vous demander de vous présenter à tour de rôle si c'est ok. C'est toujours plus intéressant que les invités se présentent elles et eux-mêmes. Ça n'a pas trop de sens que je le fasse moi, donc voilà. Najette, je te laisse commencer si t'es ok. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Najette et je suis patiente experte en schizophrénie depuis septembre 2024. Aujourd'hui, je vais vous parler de la maladie, mais surtout de la manière dont je me suis émancipée et épanouie malgré l'handicap psychique. D'abord, on va faire un grand bond en arrière. Il y a 30 ans, en 1996, j'ai fait ma première bouffée délirante. Je marchais dans les rues de Montpellier, j'avais des propos incohérents, je pensais devoir sauver l'humanité et être le messie que le monde entier attendait. Mon périple m'a conduite jusqu'à la ville d'Avignon. Il a duré 48 heures et là-bas, des pompiers m'ont prise en charge en urgence et j'étais internée dans mon premier hôpital psychiatrique. Donc, ce fut une fracture psychique, mais une fracture sociale aussi, parce que j'ai dû arrêter mes études, j'ai dû quitter la ville de Montpellier, une vie que je m'étais construite depuis des années. Et j'ai été contrainte et forcée de retourner vivre chez ma mère. Dès que je me sentais mieux, j'arrêtais de prendre mon traitement, comme quelqu'un qui arrête de prendre son Doliprane parce qu'il n'a plus de migraine. Et là, l'erreur. J'ai rechuté 3 fois. J'ai fait 3 autres bouffées délirantes en 97, en 98 et en 99. Et ma vie se résumait à prendre des traitements très lourds et à des hospitalisations répétées. Non. C'est vrai ? Non, ça va, oui, t'inquiète. La schizophrénie occupait tout mon espace psychique toute ma vie. J'avais aucun repère. Je n'étais plus autonome. Je n'étais plus qu'une schizophrène qui pleurait sa vie sans cesse, sa vie d'avant la maladie. À l'époque, je n'avais pas de médecin psychiatre attitré, donc je passais d'un bureau de psychiatre à un autre. Et ma rencontre avec le docteur Castelnau-Christian a mis un terme à cette errance médicale. Grâce à lui, j'ai retrouvé une sérénité mentale. Donc, je pouvais me mettre en projet et donc celui de travailler. Et le travail a été un vecteur d'émancipation car la schizophrénie n'occupait pas toute ma vie. Puis un jour, un matin, je me suis levée, j'ai pris mon ordinateur et j'ai commencé à écrire, à parler de la schizophrénie de l'intérieur. Et écrire m'a permis de mettre la schizophrénie à distance, m'a permis de l'observer et de comprendre la manière dont elle agissait sur moi. Et grâce à ça, elle n'était pas le centre de tout. Voilà. J'étais pas la schizophrène, j'étais une personne qui écrit et qui écrit son livre, son histoire. Grâce à ce travail, bien sûr, je me suis construite des outils pour lutter contre la schizophrénie. Donc, au début, écrire était un acte thérapeutique, une bulle d'oxygène dans laquelle je m'émancipais. Et puis, petit à petit, je me suis affranchie de cette satanée maladie et je n'étais plus son esclave, j'étais plus sa chose. Mon livre s'intitule « La fille qui va bien ». C'est un livre témoignage qui raconte la manière dont j'appréhende la schizophrénie au quotidien. Ce bouquin qui est là devant moi donne du sens à mon vécu et grâce à lui, je me dis que j'aurais pas souffert pour rien. Et grâce à lui, je me dis que je suis là aujourd'hui avec vous. Merci. Merci. Allez, c'est la fin de la conférence. Je blague. Ça finit, hein.
On va y revenir sur les différents champs. Merci pour l'exercice. Alice, je te laisse te présenter. Un peu la pression après. Ouais, Une tu belle m'étonnes. présentation, Najette. Non, Faut pas. Donc voilà, je Sois m'appelle... toi-même et ça va aller. Merci. Donc je m'appelle Alice, j'ai 33 ans, je suis originaire de Picardie et j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies. Mais en gros, moi, la maladie s'est déclenchée il y a 10 ans. C'était en 2016. J'ai eu la chance que beaucoup de personnes qui connaissent des troubles psychiques n'ont pas, d'avoir pu finir mes études avant que ça se déclenche. Donc j'étais un peu dans une période entre deux. Voilà, j'avais terminé mon stage de fin de master et puis j'avais pas très envie de travailler, j'avais envie de voyager d'abord, j'avais envie de découvrir, de faire un tour de France des alternatives, j'avais envie de faire plein de choses. Et puis j'ai déclenché une bouffée délirante aiguë moi aussi. Donc à ce moment-là, je connaissais absolument pas la psychiatrie, les troubles psychiques. Donc j'étais totalement, j'étais complètement dans dans la réalité que je percevais, alors qu'elle était pas partagée par tout le monde. Donc j'avais des ententes de voix, j'avais des idées. Voilà, moi aussi mystiques. Je pensais être une prophète. Je pensais être. Je savais pas trop pourquoi. J'avais l'impression que le monde était un grand jeu où il fallait passer des niveaux tous les jours et comme si je devais protéger l'humanité de quelque chose de terrible. Au début, c'était pas inquiétant. Les voix que j'entendais étaient plutôt sympathiques et m'aidaient sur mon chemin. Et puis, au fur et à mesure, c'est devenu de plus en plus stressant. Vraiment, des paroles très violentes qui s'imposaient à moi dans ma tête. Et du coup, bon, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais j'ai fini par être hospitalisée. Donc, j'ai découvert la psychiatrie de l'intérieur des murs, avec les différentes types de soins, parce qu'ils appellent ça des soins, les soins sans consentement. Donc, notamment la chambre d'isolement, la contention et la médication à outrance. J'en suis sortie 3 mois après, avec l'impression que me lever de mon lit ne servait plus à rien parce que j'avais été allongée pendant si longtemps, que me lever aujourd'hui ou demain, dans tous les cas, j'avais du mal à retrouver du sens dans ma vie, à retrouver de l'espoir. Et ça m'a pris du temps. Finalement, j'ai voulu faire comme si tout ça n'avait pas existé. Donc j'ai repris mes projets d'avant la maladie. À l'époque, je travaillais beaucoup à l'étranger, je voyageais pour les ONG. Et du coup, je suis repartie pendant 2 ans. J'ai fait encore un autre projet qui a commencé début 2020 en Côte d'Ivoire. Et puis, à l'époque, j'avais plus de traitement parce que je l'avais arrêté progressivement. Et le Covid s'est déclenché. Mon projet d'association, d'ONG a dû s'arrêter. Et j'ai commencé à tomber dans une sorte de petite dépression pendant quelques jours où j'étais vraiment très triste que le projet soit arrêté, un peu perdue. Et du coup, je dormais très mal et en fait, la maladie est revenue. Sauf que bon, j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais loin de tout, loin de ma famille et me rapatrier a été très compliqué, très long. Une fois cet épisode passé, que j'ai pu être rapatriée en France, je suis restée pendant 7 mois à l'hôpital. Donc ça a été à nouveau très très long. J'étais assez résistante au traitement. Et puis, ça a fini par s'arranger. Je suis venue sur Montpellier à la suite de ça. Je me suis installée à Montpellier donc en septembre 2021 avec déjà ce projet de devenir père aidante. Donc la père aidance, c'est le principe de l'entraide entre personnes concernées par un trouble psychique. J'avais entendu, grâce à un psychiatre, un interne qui a été le premier interne à me parler d'égal à égal, à me parler comme une personne consciente et pleine de capacité à choisir ma vie.
Donc il m'a parlé de la pérédance, il m'a dit que ça existait, que ça pouvait même être un métier. Et du coup, je suis arrivée à Montpellier avec ce projet-là. Et j'ai eu la chance d'être embauchée au centre Jean Mainviel. Donc c'est un centre de rétablissement et de réhabilitation psychosociale qui se trouve à la Colombière et dans lequel on accompagne des personnes qui ont moins de 30 ans, qui ont des troubles psychiques ou un trouble psychique et qui ont des projets pour sortir après la sortie de l'hospitalisation. Et voilà, donc j'ai pu faire une année de formation pour ce métier de père aidante et me professionnaliser dans ce métier. En parallèle, j'ai participé à la fondation d'une association qui s'appelle Père Aidance Montpellier. Donc, les initiales, ça fait PAM. Et c'est une association donc d'entraide entre personnes concernées, une association pour récupérer la parole, pour récupérer notre parfois dignité, notre pouvoir d'agir aussi. Et voilà, on fait différentes activités, différentes choses dans cette association. J'y reviendrai. Voilà, donc je pense que pour ma part, le fait de vivre bien avec mon trouble et de m'émanciper ou également de moments extrêmement difficiles que j'ai pu vivre, ça a pris beaucoup de temps. Je suis, je pense, sur un chemin du rétablissement. J'ai connu encore une décompensation, une hospitalisation l'année dernière. Pendant 3 mois, j'ai été à l'hôpital psychiatrique à nouveau. Mais je l'ai pas vécu comme un retour en arrière. Je l'ai pas vécu comme un énorme traumatisme comme j'avais pu vivre mes précédentes hospitalisations. Et je pense qu'on y reviendra aussi, mais ça a été voilà, juste intégré dans mon parcours et pas un choc terrible. Voilà. Merci. Merci. Merci à toi. Est-ce qu'on peut revenir sur le terme de trouble ou de maladie ou de handicap? C'est la question que je vous avais posée quand on a préparé cette conférence. Je trouve intéressant vos rapports à ces termes-là et dans une société où voilà, on étiquette, on aime bien poser aussi les termes, etc. Comment est-ce que vous définissez vos troubles? Enfin, est-ce que vous parlez de troubles? Est-ce que vous parlez de maladie? Est-ce que vous parlez de handicap? Et pourquoi? Moi, en ce qui concerne la schizophrénie, je peux pas parler. Toi, c'est la bipolarité. Hein. Moi, je peux pas parler. Pour la schizophrénie, c'est une maladie. Au même titre que quelqu'un qui souffre de diabète, la schizophrénie, pour moi, c'est une maladie. Elle a des symptômes, donc des troubles psychiques. Donc, ce sont les symptômes. Et après, handicap. C'est un véritable handicap. Hein. C'est d'après la haute autorité de la santé, la schizophrénie fait partie des 10 premières maladies les plus invalidantes. Voilà. Et par rapport à la maladie de la schizophrénie, c'est pas un problème de caractère. Hein. C'est pas un problème de personnalité. C'est pas que la personne elle est triste et tout ça. Quelqu'un qui a des problèmes de bête, vous n'allez pas lui dire allez, faut que tu te lèves à 8 heures, allez, et tout ça, c'est pas un problème de caractère, c'est un problème, c'est une maladie. Et moi, mon rêve, c'est qu'un jour, on puisse dire j'ai une schizophrénie, comme quelqu'un qui dit j'ai des problèmes de thyroïde. Oui, que la stigmatisation associée à la schizophrénie, elle soit vraiment différente. Mais on va y revenir aussi sur la notion de stigmatisation. Pour toi, Alice, ça résonne comment ces termes ? Pour moi, ce qui me parle le plus, c'est le terme de trouble psychique pour le coup. Déjà, je sais pas, mais je trouve que le mot trouble en soi, quelque chose qu'on ne sait pas très bien définir, c'est trouble justement. Et pour moi, ça fait écho au fait que, en fait, chaque pathologie, enfin chaque personne qui a un trouble psychique le vit différemment. Les symptômes sont très différents, même sous la même étiquette. Il y a vraiment des multiplicités de vécus.
Et du coup, c'est pas quelque chose qui est, enfin, on nous le fige comme une étiquette sur la tête d'avoir tel ou tel diagnostic, mais en fait, c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre d'un continuum, d'une grande variété de choses. Et handicap, pour moi, un peu comme tu le présentais en tout début d'introduction, pour moi, c'est davantage quelque chose de factuel, qui est reconnu ou pas par la MDPH, mais en tout cas, c'est ce qui nous empêche parfois de fonctionner de manière tout à fait habituelle ou Ouais. normale. Ouais. Voilà. De bien parler sur la lèvre, c'est ça que tu demandes? Ah, attends, oui. Attends, 2 secondes. Ok, vas-y, je te donne le micro si tu veux alors. Bonjour. Je me permets, étant troublée moi-même, sauf erreur de ma part, c'est aussi le DSM-5 qui définit le nom des troubles. Voilà. Moi, par exemple, j'ai un trouble de la personnalité, entre autres, mais en tout cas pour parler de trouble de la personnalité borderline, plus trouble de la personnalité obsessionnelle, entre autres, mais bon, déjà là, il y a une notion de trouble, ce qui n'a pas à voir avec les TOC, ce serait trop simple. Donc c'est vraiment le DSM, c'est le catalogue qui définit le mot comme ça, qui nous définit. Mais nous, on vous fait part de notre expérience personnelle. Oui, mais c'était important pour moi de le définir. dire, oui, vous avez raison. Ouais. Après, comment on le sent, handicap ou pas, voilà. Oui, je suis d'accord. Oui, en effet. Après, voilà, la question du DSM-5, c'est le manuel qui catalogue les troubles psychiques. Il faut savoir que c'est en constante évolution également. C'est le DSM-5, donc il y en a eu, c'est le 5e. Et au fur et à mesure des années, les choses les définitions varient. Il y a des choses qui ont pu être définies comme des troubles psychiques qui ne le sont plus aujourd'hui, et heureusement. Il y a des nouvelles catégories qui arrivent. Enfin, après, voilà, mais il y a vraiment, justement, tellement de multiplicité de vécus qui me semble plus important, plus intéressant de s'attarder là-dessus que vraiment sur l'étiquette posée. Ouais, moi l'intérêt c'était surtout de voir comment vous vous positionnez par rapport à ça. Et juste rapidement pour finir sur le terme de handicap, moi ce qui me heurte des fois, et je pense que Damien il sera d'accord aussi, c'est que il y a quelque chose qui est de l'ordre je prends carrément temps. Qui est très figé en fait. Souvent quand on te parle de handicap et qu'on te met dans la case de handicap, et alors nous spécifiquement avec le handicap moteur, il y a quelque chose qui est très figé quoi. C'est OK, du coup t'es handicapé et c'est comme ça. Ça tu peux faire, ça tu peux pas faire. Ça t'y as accès, ça t'y as pas accès. Et il y a quelque chose de l'ordre de l'espèce de permanence et d'un truc où ce continuum là dont on parlait quand on préparait la conférence, il n'existe pas quoi. Alors que de fait, il est là quoi. Vraiment. Oui. Bonsoir, Damien. Donc je suis d'accord. En effet, je trouve que en fait, on a encore un énorme amalgame entre diagnostic et handicap. Le diagnostic peut amener un handicap. Le handicap, c'est aussi l'environnement. L'environnement, suivant le diagnostic, ça va avoir un impact plus ou moins grand sur l'environnement. Et donc, ça dépend. C'est une relation entre diagnostic et handicap. Pour moi, et qui n'est rarement pris en compte, on va toujours mettre d'un côté le diagnostic et de l'autre le handicap. Pour moi, c'est un cercle. Et la question que je voulais vous poser, en ce moment, on parle beaucoup de neurodiversité. Moi, je sais que aussi, je trouve que ça m'inspire par rapport aussi à la capacité de se déplacer, où on pourrait parler de moto divergente ou quelque chose dans genre-là. Et je me demandais, vous, selon vous, est-ce qu'on pourrait établir quelque chose, mais justement de moins figé que le DSM, et quelque chose un peu à l'image de la neurodiversité qui serait peut-être plus
proche de la réalité et des réalités vécues par chacun, chacune. Est-ce que dans l'idée de ce continuum en fait de troubles, il y a un truc où il y a rien qui est figé en fait. Oui, ok, factuellement, vous avez tel handicap ou tel trouble, telle maladie, avec telle conséquence et tel besoin de compensation en gros, et tel accès à telles choses et telles complications, etc. Mais est-ce que finalement trouver un autre terme ou se définir un peu autrement? Tu vois, en fait, parce que la notion de trouble ou de maladie, il y a quand même toujours quelque chose qui reste de... en fait, vous n'êtes pas dans la norme, quoi. Hein. Oui, oui. Enfin, il y a quand même ça. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir... Avant la bipolarité, on disait... avant, quand on parlait de la bipolarité, on parlait de maniaco-dépression. Et je trouve qu'ils ont très bien fait de changer de nom de la maladie. Parce que déjà, nous, quand on reçoit le diagnostic, déjà, c'est mieux quand vous avez un psychiatre qui vous dit, vous souffrez, peut-être je me trompe, hein, je parle à mon nom. Hein. Quand un psychiatre vous dit, vous souffrez de bipolarité, ou un autre qui vous dit, vous souffrez de maniaco-dépression. Et moi, au niveau de la schizophrénie, j'adorerais qu'on change de nom de cette maladie. Parce que déjà, elle est stigmatisante. Donc, nous, les malades schizophrènes, on est infréquentables, on est dangereux, on est imprévisible. Ça, c'est les stigmates de la société. Et je pense que si on trouvait un nom plus joli et plus porteur et tout ça, ce serait bien pour nous qui en souffrons. Et moi, j'ai une idée, c'est de nom. Et c'est qu'une idée, hein. C'est que quelqu'un qui souffre de schizophrénie, il a l'impression de lire entre les lignes du monde. Il a l'impression de voir des signes. Et donc, je me suis dit, il y a la langue des signes là à côté de moi. Ben, nous, serait bien qu'on nous dise la langue des signes, C-Y-G-N-E-S. La langue des signes, voilà, pour parler de la schizophrénie. Je ne sais pas si vous adhérez ou pas, mais j'y réfléchis en tout cas. Oui, c'est plutôt poétique. et justement, je trouve aussi que le terme neuroatypie, neurodiversité, après, ça englobe encore d'autres choses, toutes les troubles 10, les troubles du neurodéveloppement, etc. Les troubles autistiques, oui. Mais du coup, en fait, je n'ai pas vraiment d'avis tranché sur cette question. Je trouve que donner un nom général, bon, outre le fait de changer le nom de la schizophrénie, ça, je trouve que ce serait vraiment très bien. Mais au-delà de ça, je pense que chacun se positionne et se définit selon son vécu, selon sa manière. Il y a des personnes qui peuvent se dire psychiatrisées, d'autres personnes qui vont se dire souffrantes d'un trouble parce qu'elles en ont, voilà, ou d'autres qui vont dire je suis concernée par, parce qu'en retirant cette notion de souffrance, des personnes qui vont se dire survivantes de la psychiatrie, parce que c'est vraiment également un terme très important dans les mouvements des personnes concernées. Et finalement, c'est un peu chacun qui va choisir son terme, sa position par rapport à tout ça. Je suis d'accord avec toi, Alice, parce qu'il n'y a pas une schizophrénie, il n'y a que des schizophrénies. Il n'y a pas une bipolaire, il n'y a que des bipolaires. Voilà. Merci pour ces précisions.
voudrais qu'on aille sur le sujet de la pérédance, de la pérémulsion. Un jour, il y a eu une invitée qui a parlé de ça. Comment est-ce qu'on passe d'un moment où donc il y a eu ces bouffées d'errance, il y a eu tout ce parcours aussi parfois chaotique ou avec parfois aussi même de l'errance médicale. Alors on va peut-être pas revenir sur la notion d'errance médicale parce que on en avait déjà pas mal traité dans des conférences précédentes et ça mériterait d'être presque une conférence à part entière. Mais on va dire une fois qu'on a entre guillemets stabilisé le trouble ou en tout cas qu'il y a eu un accueil, qu'il y a eu un diagnostic, qu'il y a eu un non posé et qu'il y a eu un traitement approprié ou en cours en tout cas. Comment est-ce qu'on se dit oui, go, je vais aller aider d'autres personnes qui ont elles-mêmes mon trouble et qui sont en train de passer par toutes les étapes par lesquelles moi je suis passée. Comment on se dit j'y vais? Je pense que je réfléchissais pendant que tu posais la question, donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour réfléchir, mais j'ai vraiment l'impression que ça a pas été un déclic ou quoi. En fait, dès mes premières hospitalisations, je passais mon temps donc dans les murs à parler et parfois à aider les autres personnes qui étaient hospitalisées à mes côtés. Et je me rappelle d'une scène, il y avait cette dame toujours assise contre un mur qui se tapait la tête contre le mur en arrière tellement qu'elle avait un trou, elle avait plus de cheveux à l'endroit où elle se tapait la tête et personne ne lui parlait et moi je m'asseyais à côté d'elle et j'essayais de lui parler, et petit à petit je lui demandais de décaler sa chaise du mur pour que quand elle donne des coups de tête en arrière ça ne la blesse pas en fait. Et c'est vraiment des petits souvenirs comme ça où en fait j'ai connu également des personnes qui sont devenues mais tout simplement mon meilleur ami, je l'ai connu à l'hôpital, des personnes qui ont énormément compté dans mon parcours de vie. Et quand j'ai entendu parler que en fait l'entraide entre personnes concernées pouvait être un métier, je me suis dit c'est génial, j'ai trop envie de faire ça. Également parce qu'au-delà de la question de l'entraide et des liens qu'on peut avoir entre personnes concernées, il y avait pour moi la question de faire changer la psychiatrie. J'avais vraiment une énorme colère contre la psychiatrie, contre ce que j'avais pu vivre ou ce que les autres peuvent vivre encore entre les murs de la psychiatrie. Et j'avais cette espèce d'idéal que peut-être ça pourrait un peu le développement de la pérédance pourrait faire changer des choses de l'intérieur. Bon, je sais pas si ça fonctionne vraiment, mais en tout cas c'est l'idée. Tu sèmes des graines en tout cas. Oui, et ça se développe. Il y a vraiment un grand mouvement là-dedans. Il y a de plus en plus de formations qui existent pour devenir père aidant. Et ça se développe aussi au niveau bénévole et associatif. Donc ça, c'est encourageant. Et tout à fait. Et ça se développe, comme tu le disais, d'un point de vue professionnel aussi. Potentiellement, tu deviens de plus en plus payé, ou en tout cas, à minima, défrayé, rémunéré, enfin. Reconnu. Et reconnu, tout à fait. Et juste, est-ce que, avant que je te redonne la parole, Najette, est-ce que tu peux dire le parcours que tu as fait par rapport à la pérédance? Ouais, alors il y a deux types de formations. Il y a le diplôme universitaire et il y a la licence pro. Donc moi j'ai fait la licence pro qui se fait à Paris ou à Bordeaux. Et du coup, quand je suis arrivée sur Montpellier, enfin un an après quand même, j'ai pu intégrer cette licence et j'étais en fait, c'est comme une alternance. Je travaillais au centre Jean Mainviel où je suis toujours en poste. Et une semaine par mois, j'allais à Bordeaux faire donc la licence qui se faisait donc en un an. C'est comme si on faisait une licence 3. Il faut avoir du coup un bac plus 2 pour y accéder ou une validation des acquis d'expérience. Mais voilà, mais il faut avoir le bac, ce qui est le cas aussi pour le diplôme universitaire. Et c'est un peu dommage parce que ça empêche pas mal de personnes qui ont pu avoir des débuts de troubles qui les ont empêchés d'aller jusqu'au bac. Ça met un peu des bâtons dans les roues, mais c'est quelque chose qui évolue aussi. Et bref, voilà. Moi, en tout cas, ça a été ça mon parcours pour être embauchée. Merci. Toi, Najette. Alors, donc moi, je vais revenir un peu à préciser quelque chose avant de répondre à cette question. Si du jour au lendemain, je me suis levée, je veux être patient experte. J'ai la chance d'être suivie par un médecin psychiatre très bien, quoi.
On a une relation médicale de soignant-soigné comment dire, ouais, de confiance, c'est ça. Et en fait, ça faisait depuis 4 années, il a été très patient. Il me disait, voilà, je vous verrai bien patient, expert en schizophrénie et tout ça. Bon, le temps que ça émerge dans mon esprit, que ça évolue et tout ça, parce que c'était une notion qui pour moi me disait rien. Ça a mis 4 ans. Voilà. Et une fois, je me promenais dans les allées Paul Riquet de Béziers. C'était la fête des associations et j'ai vu l'association France Dépression. Et il y avait marqué voilà, le parcours d'une patiente bipolaire qui souffre de bipolarité. Donc, je suis allée dans cette association et j'ai vu comment ça fonctionnait. Et en fait, je me suis dit, mais Najette, tu as une connaissance intime de la schizophrénie, ce serait bien que tu la partages et que tu aides tes pairs. Parce que souffrir de schizophrénie, à Céline, il dit qu'il a fait un voyage au bout de la nuit. Moi, je dirais que j'ai fait un voyage au bout de la folie et que je reviens pour dire, bon, ben voilà, je peux t'aider comme ça et tout ça. Donc, ce qui est génial, bon, ce qu'il faut aussi, depuis toujours, j'ai de l'empathie. Donc j'ai des compétences humaines qui font que je peux accompagner les patients pour un mieux-être, hein, les accompagner professionnellement ou les accompagner dans les actes du quotidien. Voilà ce que je voulais dire. Mon parcours, c'est après je suis allée à la fac de médecine de Montpellier. Au mois d'avril, ils me demandent de faire une lettre de motivation. J'ai été acceptée. Donc, la formation a duré de septembre 2023 à juin 2024. Et c'était 2 fois par mois, le jeudi et le vendredi. Et le diplôme universitaire s'intitule « Se former au partenariat soignant-soigné ». Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Réaction. Ok. Je te donne. J'ai une question quant à la rémunération. On est d'accord que je le formule ainsi, et si la façon dont je le formule ne vous convient pas, vous saurez me le dire. Lorsqu'on souffre d'un trouble psychique, on le dit ou on le dit pas dans le milieu du travail. Alors quand en effet les missions ont à voir avec le handicap, de fait, c'est dit, c'est su. Quand ce n'est pas le cas, après c'est un choix de le dire ou pas. Ma question, elle est comment vous en vivez, comment vous vivez, comment vous gagnez des sous, tout simplement. Est-ce que vous êtes très payé, ce dont je doute? Est-ce que c'est parce que vous bénéficiez aussi d'une AAH et du coup vous pouvez avoir des activités moins payées ou bénévoles? Comment ça se passe? Parce que quand on a un trouble psychique, travailler et en vivre, c'est difficile. Ouais. Bah, pour ma part, j'ai la chance, mais c'est vraiment une énorme chance, j'en suis consciente, d'être salariée du CHU, parce que le centre Jean-Mainviel dépend de la Colombière, qui dépend du CHU. Et du coup, bah, j'ai également l'AH que je touche plus ou moins selon mon temps de travail. J'ai commencé à temps plein. Donc là, je touchais plus d'AH, mais rapidement, je passais à 80% parce que j'avais besoin de temps pour moi, un petit peu. Et maintenant, j'ai le souhait de passer à mi-temps. Et dans ce cas-là, ça va être grâce à l'AH qui me permet de compléter ce mi-temps. Parce que sinon, c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est bien de poser cette question parce que j'avais oublié de préciser que Camille et Alice étaient pour moi optimistes. Quand vous parliez de métier et tout ça, c'est en devenir, mais c'est pas acté. Je ne vis pas du tout de ça. J'ai des projets que je tairai pour l'instant,
Elle Mais- vend plein de livres à l'international et tout. Je blague. Oui, 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 c'est vrai. Non, non. C'était la promotion, Instant promotion. l'instant publicité. Et donc, du coup, non, je ne vis pas du tout de ça, mais j'ai des projets. Et oui, Alice a eu de la chance d'être salariée dans un CHU. Voilà. Par contre, oui, du fait de ma pathologie, je suis dans l'incapacité, parce que c'est une maladie énergivore, hein, je suis dans l'incapacité de travailler 35 heures par semaine. Hein. Donc, depuis qu'elle s'est déclarée, je travaille, mais toujours à mi-temps. Voilà. Donc oui, je perçois la hache et quand je travaille à côté, j'ai le complément. Voilà. Je trouve ça vraiment très intéressant que vous travailliez à aider les gens grâce à votre expérience, parce que moi j'ai une amie par exemple qui était psychologue dans une institution et qui savait qu'elle était bipolaire, ne l'avait pas dit, mais pensait qu'elle gérait sa maladie et qu'elle n'aurait plus de crise. Et ça fait au moins 10 ou 15 ans qu'elle n'avait pas eu. Et elle a eu une crise majeure où elle a été hospitalisée et elle a perdu son travail. Et du coup, elle s'est mise à son compte au final. Et maintenant, elle a des clients, etc. Et elle a mis un moment, elle a failli changer de profession parce qu'elle pensait que quelque part, ils avaient raison. À la fois, elle était furieuse, mais elle pensait que, elle n'était pas capable d'aider des gens si c'était pour les abandonner au moment de la crise. Puisque c'est ça qu'on lui reprochait, en fait, d'avoir abandonné ses patients. Et maintenant, elle est très contente, finalement, d'avoir été au bout et de s'être mise à son compte parce que, elle pense maintenant qu'elle est plus apte que d'autres à aider des gens qui ont des troubles similaires aux siens. Ou même différents, hein, mais en particulier, elle a quand même beaucoup de patients bipolaires, étant elle-même bipolaire. Et ça, je pense qu'il y a vraiment un rôle que vous êtes en train de jouer à faire comprendre ça à la profession. Après, mon histoire ne se passe pas en France, je précise juste. Mais voilà, c'est pas pareil C'est au Canada? aux États-Unis. Aux États-Unis? Oui, c'est en Allemagne. Je répète pour le podcast, dans le public, on bouge les mains et on s'énerve en disant mais du coup on est dans un truc très validiste là. Mince, c'est ça que ta tête veut dire aussi, mince. Mais par rapport à votre intervention, elle est très intéressante parce que les maladies psychiatriques sont très stigmatisantes. Hein. Et même moi-même, je me rends compte combien je me suis auto-stigmatisée. Hein. Et des fois, quand je parle, ma soeur, elle est témoin, elle est là, elle pourrait vous dire, mais oui, elle a raison. Des fois, je lui parle et dès que j'utilise le mot psychiatrie, je baisse de ton. J'ai peur d'être entendue. Hein. Donc, c'est tout un travail aussi. Mais je suis contente pour elle qu'elle ait persévéré dans son emploi de psychologue. Hein. Moi, j'ai une question pour Tora. Je me demandais, parce que est-ce que ton travail, tu es père aidant, donc c'est un métier, il y a une reconnaissance. Est-ce que pour autant, tu te sens un peu à l'abri et protégé de la réaction que peut avoir ton employeur face à une crise? Par exemple, tu parlais de ta crise l'année dernière. Comment a-t-elle été reçue au sein du monde du travail? Alors, une fois de plus, j'ai de la chance. J'ai vraiment une équipe qui est top. Mes collègues ont été extrêmement bienveillants, voilà, humains. Il y en a. Ma hiérarchie, ma cadre. J'ai beaucoup échangé avec elle dans les prémices de ma rechute. On a tout fait ensemble pour essayer d'éviter qu'il y ait que la rechute aille jusqu'au bout. On n'a pas pu, on n'a pas réussi, les choses se sont pas passées comme on le prévoyait, mais j'ai eu l'impression de réintégrer mon poste en septembre. Vraiment, on est très très bien reçu en fait, d'être très très bien accueilli par tous mes collègues. Après, c'est vraiment mon entourage professionnel proche
C'est-à-dire que au-delà du centre où je travaille, où c'est un microcosme vraiment un peu particulier, où les soignants qui y travaillent sont très au fait de ces questions de stigmatisation et tout ça, et c'est des personnes qui sont très bien formées et très, très empathiques également. Mais au-delà, ouais, j'ai toujours un peu du mal à dialoguer avec les collègues qui travaillent vraiment dans les unités de psychiatrie fermées et tout ça, avec un peu ce malaise d'avoir été hospitalisé et de revenir. Mais bon, c'est du non-dit beaucoup. C'est pas des choses frontales. Voilà. Oui, une question. Bonsoir. Donc, je voudrais poser une question. Donc, vous avez parlé de plusieurs hospitalisations et je voulais vous demander si ces hospitalisations étaient dues au fait que vous aviez interrompu un traitement. Parce que normalement, quand on a un traitement en bipolarité et qu'on le suit parfaitement avec des doses qui augmentent ou descendent selon les différentes phases de la maladie, normalement, on ne devrait pas être hospitalisé. Et donc, j'étais assez surprise d'entendre ça. Est-ce que c'était dû au fait que vous avez interrompu votre traitement? Non? Non. Alors, bon, j'ai eu plusieurs rechutes au cours de mon parcours, mais pour parler de celle de l'année dernière, j'avais pas interrompu mon traitement. J'étais dans une diminution très progressive avec ma psychiatre qui allait vraiment tout doucement et tout ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté la nicotine, j'ai arrêté de fumer et j'ai arrêté de dormir du coup. Et malgré le fait que je l'ai senti venir sur plusieurs semaines, que ça se dégradait, que du coup j'ai augmenté mes traitements dans l'espoir de retrouver le sommeil, je dormais toujours pas. Je voulais pas reprendre la cigarette parce que je trouve ça trop bête. Et puis le seuil de la rechute a été passé en fait. Le seuil du moment où, à force de pas dormir, je n'avais plus de distance avec. Je mettais plus à distance les symptômes qui m'arrivaient, les perceptions qui m'arrivaient, et il a fallu que je sois réhospitalisée, et voilà. J'ai décompensé, ouais. Et il ne faut pas oublier que la cigarette, c'est un antidépresseur majeur, hein. Donc, quand on arrête de fumer, on tombe en déprime. Donc, peut-être c'est ça, mais il y a tellement de paramètres en question, hein. Je suis pas sûre que la cigarette soit un antidépresseur majeur, parce que c'est à la... Ouais. C'est ma tabacologue qui me l'a expliqué. D'accord. En fait, dans mon cas, c'était pas vraiment l'effet que du coup je tombe en dépression. Au contraire, je suis partie en phase maniaque. Donc, mais c'était vraiment sur le sommeil. Mais pour moi, je sais que le sommeil est un pilier de ma santé psychique, et que quand je fais des insomnies, je m'alerte tout de suite. Donc là, en fait, on a été au stade de plusieurs semaines d'insomnie. Et voilà. Est-ce que je peux parler de mon expérience vis-à-vis des hospitalisations répétées? J'ai dit en préambule que j'avais arrêté le traitement 3 fois et que j'avais fait des bouffées délirantes. Maintenant, je suis mon traitement tout le temps. Il est indispensable. Je ne peux pas l'arrêter, sinon je ne serais pas avec vous aujourd'hui. Je serais enfermée dans un service fermé. Mais je continue à avoir un abonnement. Il m'arrive d'être hospitalisée. Pourquoi? Parce que ce sont des maladies énergivores, fatigantes psychiquement. Et donc, du coup, j'ai besoin, comme une voiture, de recharger les batteries. Voilà. Et donc, je suis hospitalisée. En général, c'est 1 fois par an, en moyenne. Et je recharge les batteries et je repars. Voilà. Et les maladies, ce qu'il faut comprendre, ça c'est mon point de vue, les maladies psychiques, c'est dû à un dérèglement chimique. Donc, c'est surtout... heureusement, par rapport à il y a 50 ans en arrière, mon médecin m'a dit on nous aurait enfermés, mais là on commence à trouver des médicaments qui nous permettent d'être stabilisés et d'évoluer en société. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Si c'était piqûre ou à prendre. C'est pas une piqûre. Technique là. On m'a donné une piqûre
On m'a donné ça n'a pas marché du tout. Ça, c'est il y a longtemps, hein. On m'a proposé la piqûre et ça n'a pas marché. Je voudrais qu'on parle des outils, entre guillemets, que vous avez développés, déployés, et qui vous permettent de mieux vous connaître et de mieux anticiper une crise, ou en tout cas un besoin, à un moment donné, comme tu dis, de faire... merci. De faire une pause, j'appelle ça faire une pause, mais bon, d'aller en centre, pas vraiment faire une pause. Tu vois, tu parlais... tu vois de quoi je parle, ouais. Tu parlais souvent quand on préparait la conférence de la question de la survigilance par rapport à cette maladie et tout, et que tu trouves des trucs aussi toi-même à te dire et pour t'ancrer. Enfin, je sais pas si j'ai les bons termes, mais est-ce que tu peux parler de ça un petit peu? J'ai plusieurs outils. Je vais vous parler celle qui est la plus efficace pour pas. J'appelle cela la gymnastique mentale. En fait, je peux être avec monsieur en train de discuter et tout ça, et mon cerveau m'envoie une information erronée. On parle de la vie, de la grève des agriculteurs. Et à un moment donné, mon cerveau m'envoie une information erronée. Il me dit, oui, il t'écoute, il t'a mis sur écoute. Donc, imaginez, c'est troublant quand même. Vous êtes en train de parler avec quelqu'un de la grève des agriculteurs et vous avez ça. Quand vous vous dites, cette table, c'est une table, vous rejetez pas l'info. Donc, j'ai dû apprendre que quand il y a des informations, elles sont erronées. Déjà ça. Ensuite, au début, je visualisais une poubelle. C'est-à-dire que quand je parlais avec monsieur, qu'il y a l'information erronée qui arrive, je la jette visuellement à la poubelle. Et c'est des mouvements de pensée, une gymnastique mentale. Et après, à force de pratique, c'est devenu un geste naturel. C'est comme ça. Et donc, quand je parle avec monsieur, au début, je sais pas si je suis claire, hein. Ça vous va? Ouais, très clair. Quand je parle avec monsieur, ça vous dérange pas? Je vous ai choisi, hein. Vous avez une bonne bouille, donc je me suis dit, non. Et donc, du coup, je perdais l'attention. Lui, il croit que je suis en train de l'écouter, mais en fait, j'ai perdu l'attention parce que je visualise une poubelle qui jette l'information erronée. Et en plus, je dois faire un mouvement de la pensée qui dit, ça, c'est une information erronée. Et donc, c'était très fatigant. Et quand les symptômes ils sont omniprésents, et tout ça au début omniprésent, c'était très difficile. Et souvent, on me dit, mais si, je te l'ai dit, mais pourquoi? Parce que pendant 10 secondes, j'étais déconnectée et tout ça. Et puis, finalement, à force de pratique, c'est devenu un réflexe naturel. Tout à l'heure, Alice a parlé. J'ai eu des symptômes et il y a eu ce réflexe naturel et j'étais avec vous. J'ai pas perdu des secondes de la tête, mais j'étais avec vous et grâce à cette gymnastique mentale. Et pour vous raconter, j'en parle dans mon livre, c'est qu'un jour, à un moment donné, je suis allée me faire reposer à la clinique. Et quand je parlais au médecin, il me dit donc qu'est-ce qui s'est passé. Je lui ai dit écoutez, au niveau de ça, je suis fatiguée. Il m'a dit le muscle, il est flasque. Je lui ai dit oui. Il m'a dit donc il faut le raffermir. Je lui ai dit tout à fait. Et c'est comme ça que voilà. Et toi, Alice? Alors, c'était super intéressant, Nadja. Ouais, merci beaucoup. Pour ma part, j'ai envie de parler d'un outil que j'ai mis en place, que j'ai travaillé, qui a pas suffi justement, mais qui était quand même qui a fonctionné dans d'autres circonstances. Et c'est un plan de prévention de la rechute. Du coup, c'est vraiment un document écrit que j'ai travaillé avec ce psychiatre de l'époque dont je parlais, avec qui j'avais une relation plutôt chouette. Et il s'agit en fait d'aller noter, de se remémorer ces périodes de crise, se remémorer les semaines, les jours qui ont précédé la crise, et essayer de réfléchir à qu'est-ce qui a pu être les éléments déclencheurs ou les signaux d'alerte de la rechute.
et de les lister et de mettre en face qu'est-ce qu'on peut faire si ça se reproduit. Du coup, pour donner à nouveau cet exemple du sommeil, pour moi, je sais vraiment que l'insomnie est très très compliquée à gérer et que ça m'amène souvent dans des rechutes. Et du coup, première nuit d'insomnie, qu'est-ce que je fais en face? J'augmente le traitement de tel degré, tel degré. Deuxième nuit d'insomnie, si malgré tout j'ai une deuxième nuit d'insomnie, j'appelle mon psychiatre ou ma psychiatre immédiatement, etc., etc. Et ça, avec tous les autres signes qui peuvent annoncer la rechute. Et puis, donc ça nécessite de faire un travail sur soi, de se replonger dans ces moments de crise pour se dire qu'est-ce qui a pu amener, déclencher ces éléments-là. Et je trouve aussi que ce qui m'a particulièrement aidée, et c'est que en tant que père aidante, j'ai les échanges tous les jours avec des personnes concernées, via l'association aussi. On fait des groupes d'entraide où on discute de tout, de nos symptômes, de nos réflexes, de nos solutions, etc. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir emmagasiné comme ça pas mal de savoir, et c'est quelque chose qui m'a permis de me sentir beaucoup plus forte face à ces potentielles rechutes. Ouais, j'arrive. Juste, je veux dire que c'est très intéressant. Merci beaucoup à vous deux. C'est très imagé. Enfin, moi, en tout cas, je trouve ça très clair. Et en fait, c'est une démarche hyper scientifique, quoi. Comment vous fonctionnez. Il y a quelque chose de très étape par étape. T'observes, tu notes les symptômes, entre guillemets. Tu retires quelque chose pour rajouter quelque chose, pour voir comment tu varies avec tout ça. Et c'est très très intéressant. Merci à vous. Par contre, j'aimerais faire une petite précision. J'ai des problèmes de thyroïde, donc je suis sous Levothyrox. Ce médicament il s'appelle le Levothyrox. Et donc du coup, chaque 6 mois à peu près, je fais une prise de sang pour voir si la thyroïde va bien ou quoi. Et des fois, quand je suis dans une situation stressée, je me dis attention Najette, tu vas dérégler ta thyroïde, parce qu'un jour le médecin m'a dit oui, une simple anxiété l'a fait elle l'a déréglé. Et c'est dans les maladies psychiques, on n'a pas. C'est pour ça qu'il faut se construire des outils, parce que on n'a pas. Comment dire, j'arrive pas à l'exprimer ce que je veux dire en fait. Comment vous expliquer? Il y a pas, enfin, il y a pas un... de support scientifique. C'est à nous à trouver. C'est pas la prise de sang qui va donner le voilà, taux de. C'est ça. C'est à nous de trouver, de gérer ça. Ce dont vous parlez, sauf erreur de ma part, c'est en termes de thérapie, on est sur des médicaments, ok. On est aussi sur je vais appeler ça du comportemental. Oui. Il y a aussi autre chose, hein, il y en a du millier. Hein, ça peut être de faire de la musique, oui. On est d'accord, hein, de la méditation, dormir, etc. J'entends pas parler de thérapie cognitive. Or, y compris, si je peux me permettre, pour la schizophrénie, je l'ignore complètement. La bipolarité, je le sais absolument. Ça peut aussi apporter quelque chose, parce qu'on est d'accord, et je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais que les troubles, selon la schizophrénie, je ne sais pas, mais ils ont aussi un ancrage par rapport à notre histoire, par rapport à des traumatismes, et qui ne sont pas là par hasard, et qu'une thérapie cognitive peut accompagner aussi la connaissance de soi. Et là où je me permets de ne pas être d'accord avec toi, Najette, c'est qu'au contraire, il y a beaucoup d'outils en termes le comportementalisme, il y a beaucoup de thérapies qui accompagnent, et c'est sourcé, quoi. Voilà. Alors, pour s'aider, quoi. Oui, alors en termes de thérapie, moi dans mon travail, tous les psychologues de mon travail sont thérapeutes TCC, donc cognitivo-comportemental.
Et c'est vraiment en effet très sourcé et scientifique et validé que ça fonctionne dans la grande majorité des troubles psychiques. Pour ma part, j'ai pas fait de thérapie TCC. Voilà, ça s'est pas présenté, j'ai pas eu l'occasion dans mon parcours. J'ai eu des psychologues, mais de manière assez hachée et pas de manière suivie. Et c'est pour ça que j'en parle pas. Mais il y a en effet énormément d'outils de TCC qui permettent de gérer les symptômes. Et je pense que même dans la schizophrénie, ce que décrivait très bien Najat par rapport à la poubelle mentale et à cet exercice, à cette gymnastique mentale en visualisant une poubelle. Enfin, c'est typiquement des exercices TCC. Et après, chacun se les construit et se les approprie aussi à sa manière. Donc, Yes, une question derrière. Je te laisse. Bonsoir, j'avais une question pour vous, Najat, par rapport aux pensées erronées. Je me demandais justement, est-ce qu'on vous a appris que c'était une pensée erronée? Est-ce que quand vous n'êtes pas en crise, vous dites que c'était une pensée erronée? Enfin, ouais, comment vous percevez que c'est erroné ou pas comme pensée quand il y a des pensées qui arrivent comme ça? Je sais pas si c'est très clair. Si, c'est clair. J'essaye de trouver des exemples. Hein. Parce que ça fait longtemps que je pratique cette gymnastique mentale et donc c'est comment vous dire Est-ce que c'est quand elles sont de l'ordre de la tu vois, la paranoïa, enfin quand dans le sens qu'est-ce qui fait que tu te dis cette pensée-là, c'est pas une pensée normale. Tu vois, c'est pas une pensée qui doit être là dans la discussion dans laquelle je suis. Je suis tellement expérimentée avec les outils que je me suis construite que en fait, je vais vous donner un exemple. Je suis allée dans une association. Et on m'avait invité pour parler justement de la schizophrénie à des proches qui ont des proches qui souffrent de schizophrénie. Et donc, on m'a proposé d'intervenir. Donc, j'y suis allée et c'était pas évident pour moi d'en parler tout ça. Et donc, au moment où je rentre dans le bâtiment, j'ai une information de mon cerveau qui me dit le président de la République te filme. Et là, je me suis dit, Najat, tu es en train d'angoisser par rapport à l'intervention que tu dois faire. Et donc, du coup, là, je me suis aidée parce que la crise, elle était forte. Hein. Je me suis aidée d'un Xanax pour redescendre. On se calme et tu vas faire ton intervention et tout va bien se passer. Maintenant, je me connais tellement que je sais quand est-ce que ce sont des idées erronées ou pas. Mais si vous m'avez posé cette question il y a 10 ans en arrière ou 20 ans en arrière, la réponse elle aurait été totalement différente. Je vous aurais dit peut-être je sais pas. Je sais pas, mais non, j'ai une connaissance mais vraiment intime de moi-même. Je suis hyper vigilante parce que ça fait 30 ans que je la subis entre guillemets, mais ça fait 30 ans que je la connais de l'intérieur, que je connais sa sournoiserie, on va dire, hein, et que je sais quand c'est juste et quand c'est pas juste. Voilà. Y a une vraie notion de discipline hein, quand même et de rigueur dans tout ce que vous dites. J'entends ça moi mais en fait ça pourrait être transposable aussi un peu aussi à d'autres handicaps pour le coup. La rigueur d'aller faire de la rééducation, sinon le corps en périt. La rigueur d'accéder de devoir faire telle ou telle chose. Et moi je ressens un peu ça dans tout ce que vous dites. Cette notion de discipline vraiment et de rigueur et du coup ma question là qui me vient c'est est-ce que parfois on s'autorise à lâcher un peu ou est-ce que du coup quand vous avez lâché il y a eu les conséquences qu'il y a eu et il y a eu les parcours qu'il y a eu donc non on ne s'autorise plus plutôt ou alors est-ce que vous vous autorisez à lâcher dans je sais pas dans un certain contexte avec un certain entourage à des certains moments Je suis une personne schizophrène joyeuse.
Comme je vous l'ai dit en début, grâce à mon traitement, à ma stabilisation, je vis pleinement ma vie. Donc le lâcher prise, c'est vrai, j'y tiens à cette hyper vigilance vis-à-vis de la schizophrénie parce que vraiment elle peut vous frapper au moment où vous y attendez le moins, c'est tout. Mais heureusement, j'ai une vie sociale déjà. Ça c'est très important parce que quand vous avez une maladie stigmatisante et tout ça, votre identité sociale c'est votre pathologie et c'est pas du tout être documentaliste et tout ça. Donc moi lâcher prise oui, je pratique du sport tous les jours, je fais de la marche, je fais du théâtre, j'écris. Donc oui, il y a des moments de lâcher prise, voilà, qui me font terriblement du bien et heureusement qu'ils sont là, c'est ces moments de lâcher prise, sinon je me serais flinguée depuis longtemps. Et il faut savoir que quelqu'un qui souffre de schizophrénie, au moins une fois dans sa vie, il a fait une tentative de suicide parce que c'est vraiment une maladie psychiquement très dure, mais vraiment. Et toi, Alice, est-ce qu'il y a des moments de lâcher prise, entre guillemets? Je rejoins Najat dans le sens où de lâcher prise vis-à-vis des potentiels symptômes, de ces potentiels éléments déclencheurs, ça non. Je m'autorise pas trop et je fais toujours vraiment pareil, très vigilante à tout ça. Je m'autorise pas de lâcher prise en me disant j'arrête mon traitement, je m'autorise pas de lâcher prise en me disant je vais prendre plein de drogues et faire la fête jusqu'au bout de la nuit et pas dormir et faire une nuit blanche. Enfin, mais ça me manque pas. Enfin, j'ai peut-être passé cette période-là aussi de ma vie où j'ai pu faire ça à des époques et où ça s'est soldé par des gros remous, des grosses difficultés. Aujourd'hui plus trop, mais comme Najat, je lâche prise dans plein d'autres domaines. Voilà, j'ai aussi, on parle de s'épanouir avec son trouble et pour moi ça passe beaucoup en effet par la vie sociale, par l'amitié, par l'entourage, par l'art, que ce soit le pratiquer ou l'écouter ou le lire ou voilà. Et du coup, lâcher prise dans ma vie, je le fais dès que je peux, mais pas trop par rapport aux composants du trouble. Lui-même, bien sûr. On fait la fête aussi, hein. Avec elle a fait rien, hein. Carrément. C'est trop bien, merci de le rappeler, dire qu'on fait la fête, c'est clair. C'est clair qu'on fait la fête aussi. Qui tourne et on parlait d'art et de. Est-ce que tu veux nous lire un petit passage de ton livre? Oui, si vous le voulez. Ouais, le petit passage que tu avais sélectionné et après me viendra une. Je voulais prendre au hasard et puis finalement on a décidé de prendre le début. Il y a tellement de passages intéressants. J'ai eu du mal à choisir. Donc, l'humilité. Bon, écoute. Donc, instant promo. Ce livre est d'ailleurs actuellement en vente. Si vous voulez, elle a quelques exemplaires à la suite de cette conférence. Et vous serez bien sûr les bienvenus pour venir échanger là-dessus. Merci. Il est 11h. Je vais enfin rentrer chez moi. Je vais oublier cette clinique qui abrite nombre de maladies mentales. Une patiente est à côté de moi. Nous attendons l'ambulance qui doit, à tour de rôle, nous ramener chez nous. L'ambulancier arrive rapidement. Nous montons dans le véhicule. Durant le trajet, je sympathise avec lui.
L'autre patiente ne participe pas à la discussion. Elle interrompt une fois notre tête-à-tête pour nous dire qu'en rentrant chez elle, la première chose qu'elle fera, ce sera de dormir. Son apparence la trahit, la maladie se lie en elle. Elle incarne à elle seule la fatigue physique et psychique à la fois. J'échange 2 mots avec elle. Je constate qu'elle n'est pas du tout prête à affronter de nouveau la vie, malgré les 45 jours qu'elle a passés à la clinique. Dans l'arrière-boutique de mes pensées, je me dis que sa sortie est trop précoce et qu'elle ne tardera pas à rechuter. Après 16 ans de psychiatrie, je suis devenue experte en psychologie. J'ai été comme elle à une époque donnée, livrée à moi-même, perdue dans la jungle du dedans. Après avoir déposé cette dame, l'ambulancier et moi-même conversons sur une infinité de sujets. Nous nous entendons si bien que je me dis qu'en d'autres circonstances, nous serions peut-être devenus amis. Une fois arrivé devant la porte de mon immeuble, l'ambulancier m'interroge. Je n'ai jamais posé cette question à quiconque. Mais vous, pourquoi vous étiez là-bas, vous? Vous êtes équilibré et vous avez l'air d'être bien. L'air, oui. J'ai toujours avec les autres l'air d'être bien. Ma meilleure amie défunte, Lali, aurait pu vous l'attester. Elle n'a jamais eu l'écho d'une once de mes souffrances. Parfois, il m'arrive de penser à elle. Elle a dû être choquée en montant au ciel. Elle ne pouvait soupçonner les dessous véritables de mon existence. Je n'ai partagé avec elle que le bon. Et avec le recul, j'en suis heureuse. Aux yeux d'autrui, je suis la fille à qui il n'arrive rien de fâcheux. Je suis la fille qui va bien. Ouais. Merci. Merci. Le titre de ce livre. Oui. C'est la dernière fois. Tu arrêtes de... Non, je blague. Non, c'est bien. T'as qu'à pas faire de conférence sur le handicap psychique et tu restes sur le handicap moteur. Tu parlais tout à l'heure, Camille, de lâcher prise, de faire la fête. Alors, je sais pas si c'est la même chose au niveau du handicap moteur, mais au niveau du handicap psychique, tu peux avoir un planning de sortie avec des potes, tu peux avoir des visites de prévues et puis tu peux ne pas les honorer parce que, sans parler forcément de grosses décompensations, on parlait de pénibilité ou de fatigabilité, on peut pas. Des fois, enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Donc, ce truc de faire la fête, de lâcher prise, je m'étonne que ça semble si facile. Parce que combien de fois, j'imagine, vous pouvez pas, parce que on prévoit pas des fois des réactions. Non, c'est clair. Ça fait complètement écho à ce que tu dis. J'ai juste passé le nouvel an à souffrir d'effets secondaires de mon traitement comme jamais. J'ai raté le minuit, etc. Et j'ai passé la pire soirée de ma vie, je pense, depuis très longtemps. Mais à la fois, il y en a d'autres. Et à la fois, il y a des moments... Enfin, voilà, je pense que j'accepte que ces moments-là soient peut-être moins évidents, moins naturels, moins spontanés. Mais à la fois, il y en a encore quand même. Moi, ça me pose aucun problème. Hein. C'est rare que je décommande une sortie. C'est très rare. Hein. Et en fait, en écoutant Alice, je me suis dit que c'était peut-être dû à ça, mais je ne sais pas. Mais moi, j'ai vécu... n'oubliez pas comment c'est il y a 30 ans en arrière, j'ai fait ma première bouffée délirante. Et il y a toute une évolution qui s'est faite. Et en fait, moi, j'ai vécu dans la clandestinité ma pathologie. Je l'ai cachée. C'est-à-dire que même mes amis n'étaient pas au courant.
Et donc du coup, si on avait une soirée de prévue et tout ça, et que voilà, j'allais à ma soirée prévue et ça se passait comme ça. Et je pense que c'est peut-être grâce à ça qui fait que oui. Non, mais tu attends, oui, il attend. Je suis en craquage là. Je suis complètement, enfin, je suis d'accord avec vous deux et honnêtement, je pense pas que les prises de position elles soient noires ou blanches, tu vois. Enfin, tu connais en plus et tu nous connais aussi dans l'association. Je pense qu'il y a une vraie notion quand on apprend à se connaître soi-même et on apprend à connaître son handicap, qu'en fait on a des limites factuellement et que parfois ces limites elles impliquent que bah ouais on décommande ou ouais ça se passe pas bien ou que ça se passe pas comme c'est prévu, etc. Mais l'idée c'est, quand j'ai posé cette question, l'idée c'est aussi de se dire ben en fait quand on n'est pas dans ce moment-là où ça va pas, où c'est où il y a ces limites qui prennent trop de place, est-ce qu'il y a d'autres moments où il y a des moments de pure joie et de légèreté et d'être aussi dans des milieux et dans un microcosme qui permet des trucs safe, des trucs bien et du coup c'était là l'objet de ma question et vous y avez répondu. Oui, une question. Alors, pour te répondre, Fabienne, par rapport au handicap moteur, et sur la conférence, là, j'ai vu qu'il y avait finalement beaucoup de points communs par rapport à cette rigueur, cette discipline, et aussi, tout à l'heure, Najek, quand tu as parlé de tes séjours en hôpital psychiatrique où tu fais une fois par an, parce que ça permet de recharger les batteries, ben, je fais le parallèle complet avec les centres de rééducation, où moi je fais un séjour d'1 mois par an et ça me soulage parce que tout m'y est accessible. Donc il y a beaucoup de points communs par rapport à ça et par rapport à lâcher prise. Je pense qu'il y a aussi une fausse idée de ce qu'on fait du lâcher prise. On croit que ça va arriver comme ça, que c'est un truc de passif. Alors qu'en fait, non, c'est actif. Le lâcher prise, c'est comme disait Najed, faire des choses autres, au-delà, pour aller au-delà de la pathologie, pour ne plus avoir cette étiquette. Et je pense que dans le cas de Alice, même son travail, est aussi ça, la pérédance, où ça permet d'aller au-delà, simplement être une personne bipolaire, en fait, ça devient autre chose. Donc, c'est aussi ça, pour moi, je pense, qui a à retenir, c'est que la lâcher prise, en fait, ça se travaille. C'est pas gratuit. Je voulais poser une question, oui, quand même, parce j'avais une question. Tu parlais que tu cachais à tes amis, à ton entourage proche, à une époque. Et donc, au final, je me posais la question si pour toi, Alice, ça a été le cas aussi, de cacher ton diagnostic. Et est-ce que pour vous, si ça a été le cas pour toi, Alice, et pour le coup, ça a été le cas pour toi, Najed, est-ce que vous faites un parallèle avec le coming out dont on parle régulièrement de la communauté LGBT? Est-ce que là, on peut parler de coming out, d'un diagnostic, d'une pathologie? Eh bien, il m'a volé mon expression. Parce que quand j'ai vécu dans la clandestinité ma pathologie, il y avait ma sœur et ma mère qui étaient au courant, hein, et le reste de mon entourage, pas du tout. Et j'ai une vie sociale, des amis et une grande famille. On est 8 enfants. Et donc, il y avait 2 personnes qui étaient au courant et pas les autres. Et je voulais qu'ils m'apprécient parce que je suis et pas pour ma schizophrénie. Donc, j'ai été vraiment dans la clandestinité et je me suis beaucoup, aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, auto-stigmatisée. Et tout ça, je voulais pas que les gens sachent que je souffrais de schizophrénie. Et là où il me vole mon expression, Monsieur Damien, c'est que j'ai fait mon coming out psychique le 28 septembre 2023. C'est le jour où je suis rentrée à la faculté. Je savais que peut-être au bout d'un moment, on nous poserait entre nous, les étudiants, de dire c'est quoi ta pathologie.
et tout ça. Mais là où j'ai été étonnée, c'est fait le premier jour. On nous a tous réunis, on nous a dit comment allait se dérouler le diplôme universitaire, et ils ont dit bon ben voilà, maintenant on va passer. On était 26 étudiants. Il a dit à tour de rôle, et vous allez dire vous présenter. Et en fait, le premier, quand il s'est présenté, il a donné son nom, son prénom, son âge et sa pathologie. Et donc du coup, les gens qui ont suivi ont donné leur nom, leur prénom et leur pathologie. Et donc, il y avait des gens qui souffraient d'un cancer de sein, il y avait des AVC, tout ça. Et je me suis dit, là, j'ai eu une crise d'angoisse terrible, parce que je devais avouer devant un parterre d'inconnus que je souffrais de schizophrénie. Et c'était une première pour moi, et je l'ai très mal vécu. Et donc, du coup, il y a eu la pause entre midi et 2, je ne pouvais plus parler, vraiment, j'étais pas bien. J'ai pris mon traitement de secours, le si besoin, et tout ça pour me calmer. Je me suis dit, dès que tu rentres, tu lèves la main et tu le dis. Et donc, du coup, dans mon mémoire, dans mon diplôme universitaire, je parle de mon coming out psychique, comme quelqu'un qui avoue son orientation sexuelle. Moi, je devais avouer que je souffrais d'une maladie psychiatrique. Ouais, juste moi, pour ma part, ça a été un peu différent. En fait, je choisis avec beaucoup d'attention à qui j'en parle, à qui j'en parle pas. Dans quel contexte j'en parle, dans quel contexte j'en parle pas. En plus, maintenant que c'est mon métier d'être père aidante, et donc si les personnes creusent un peu en posant des questions, ça veut dire que je suis concernée par un trouble psychique. Mais typiquement, j'ai fait 3 ans de rugby. J'en ai jamais parlé à mon équipe. Il y avait vraiment des contextes comme ça, ou alors quand pourtant, voilà, c'est des personnes que je voyais toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, etc. Mais je me le sentais pas. Voilà, il y a d'autres contextes où j'en parle beaucoup plus facilement. La plupart, même, je pense que tous mes amis savent que, en tout cas, je suis passée par la psychiatrie. Ils savent pas forcément pour un diagnostic précis. Mais typiquement, je fais un blablacar, je raconte la moitié de mon métier. J'oblitère une partie, et j'ai aucune envie, en fait, d'aller parler de mes troubles psychiques comme ça. Moi, je dis que c'est pas normal. Il faudrait qu'un jour on parle de notre maladie comme une maladie, quelqu'un qui souffre de diabète. Voilà. Je suis bien d'accord avec toi, mais j'ai pas C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui aussi. C'est pour témoigner. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous voudriez dire à un ou une jeune qui a été coupée dans l'élan de la vie par un trouble psychique et qui s'est renfermée, qui a peur de s'ouvrir, qui a peur d'aller vers les autres, de parler de la maladie, tout ça? Alors, c'est une très belle question. Je pense que je dirais à cette personne qu'elle a énormément de courage, qu'elle vit quelque chose que tout le monde, une épreuve vraiment énorme que tout le monde ne vit pas, et que ça va aller mieux, que ça va prendre du temps, que ça va demander beaucoup de détermination, beaucoup d'amitié et de support de la part des autres, mais de pas cesser d'y croire, et que ça va aller mieux. Moi, ce que je dirais déjà, j'écouterai la personne de l'intérieur, de savoir ce qu'elle vit exactement. Si c'est une personne, par exemple, qui souffre de schizophrénie, le fait de discuter avec moi de la pathologie, et que je comprenne quand elle me dit j'ai des hallucinations auditives, et que je comprends ce que ça veut dire et tout ça, et que je discute avec elle, automatiquement, je deviens pour elle un modèle d'espoir. Comme quoi on peut vivre avec la maladie mentale. On peut. Je lui dirais surtout, la base, c'est le traitement. C'est vraiment le traitement. Ne jamais l'arrêter, c'est la base. Ensuite, c'est avoir une relation médicale avec son médecin psychiatre.
qui soit... Si tu es avec un médecin psychiatre où tu n'y arrives pas, ça marche pas, ça matche pas, eh bien, essayez d'en trouver un autre, parce que c'est très important, hein, la relation médicale avec son propre médecin. Et après, je lui dirais que ça vaut le coup de se battre, parce que, écoute, j'ai coutume de dire que malgré cette maladie, j'ai un luxe, c'est que je suis bien dans mes baskets. Et ça, c'est un luxe dans cette société qui est très difficile. Juste aussi, pour rajouter un dernier petit point, je lui dirais qu'elle n'est pas seule. Voilà. Ouais, merci de dire ça, parce que c'est ce que j'allais dire. En fait, elles servent à ça aussi, ces associations, pour citer la PAM, par exemple, ou pour citer Dear Valid People, que, en fait, Dear Valid People, que, en fait, d'avoir vraiment cette entraide, en fait, et cette notion de groupe et cette notion de groupe pair. Enfin, c'est aussi en ça que des assos comme celle-ci naissent. C'est parce qu'il y a ce besoin, en fait, à un moment donné, d'être ensemble et de faire famille et de se retrouver et de parler et d'échanger et de trouver des modèles d'espoir et de joie et d'amour, quoi. Et en ça, merci à vous de faire ce que vous faites et de transmettre et de semer des graines, vraiment. Donc pour ça, ouais, c'est chouette. C'est des lieux safe, ouais, carrément. Est-ce qu'il y a une dernière intervention, question? Ah, ouais, waouh. Alors, je vous préviens. Ok, waouh. Nous avons 5 minutes. Non, juste pour vous dire que on va clôturer tranquillement parce qu'après, voilà, la salle va se libérer, etc. Mais si vous voulez rester ensuite après et rester échanger aussi avec les invités, avec nous on reste un peu plus durant la soirée, donc voilà. Et acheter des livres, voilà. Je vous donne la parole, monsieur. Oui. Bonsoir. Merci beaucoup pour ces témoignages très poignants. Il y a un moment donné, vous avez évoqué donc faire changer la psychiatrie. Vous avez évoqué la vie sociale, la pérédance. Je vais poser une question de candide. C'est notamment, j'ai découvert récemment ces structures qu'on appelle les habitats partagés, accompagnés, inclusifs. Parce que est-ce qu'il y a une alternative finalement à l'hospitalisation dans des conditions que vous avez évoquées de non-consentement, etc. Et est-ce que ces lieux sont des lieux sociaux, c'est des lieux d'accessibilité pour tous? Comment vous percevez-vous dans votre expérience que vous nous avez contée? Spécifiquement, ces lieux, ces habitats, je pense que ça peut être des aides pour des personnes qui en ont besoin à un moment donné, qui, pour différentes raisons, trouvent pas de logement. Enfin, c'est aussi très compliqué de se loger pour tout un chacun, mais alors d'autant plus quand on a la hache, voilà. Et du coup, et qu'on a la hache et que voilà, et que la personne se présume qu'il y a quelque chose d'ordre psychiatrique parce qu'on arrive et qu'on n'a pas visiblement de handicap moteur ou physique. Et du coup, oui, ces structures-là peuvent être des ponts, peuvent être des passages. Et il y a plein de manières, pour répondre un peu plus largement à la question, il y a plein de manières de vivre avec un trouble psychique qui n'implique pas de relations extrêmement violentes avec des hospitalisations forcées, etc. C'est juste que c'est souvent les premières entrées se font comme ça. Parce qu'on n'a pas de recul, on n'a pas conscience de ce qui nous arrive, et c'est souvent extrêmement violent au début, et puis ensuite, l'expérience d'arrêter les médicaments, je pense que tout le monde presque passe par là, parce qu'en fait, on a envie de se prouver à soi-même qu'on n'a pas de trouble, et bref, il faut faire une réponse assez courte. On se sent mieux dans notre peau, donc du coup, on se dit, on n'a plus besoin de médicaments. Voilà, et du coup, c'est des expériences par lesquelles plein de personnes passent, et qui donc amènent des rechutes, amènent à nouveau des hospitalisations compliquées. Et puis petit à petit, avec le temps, avec l'expérience et le recul sur sa propre expérience, on arrive à des expériences qui sont moins douloureuses. Moi, par rapport à votre question, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, à l'époque,
quand j'ai vu mes bouffées délirantes, c'est on t'hospitalise, tu fais 2 mois de psychiatrie et tu sors de l'hospitalisation et tu es suivi par ton médecin. Ça s'arrêtait là, point net. Et là, je trouve qu'il y a un véritable boom en ce moment de ce qui se passe en psychiatrie, qui a beaucoup d'avancées. Et moi, il n'y a pas longtemps, j'ai appris justement qu'il y avait des habitats et tout ça, et j'ai trouvé ça génial. Parce que j'ai vu, par exemple, des gamins de 18 ans et tout ça, qui sont dans ces habitats et tout ça, et qui sont pris en charge et accompagnés. Chose que je n'avais pas à l'époque. Là, ils étaient accompagnés. Par exemple, je vous dis pêle-mêle ce qui vient dans ma tête. Par exemple, quelqu'un qui souffre de schizophrénie et tout ça, l'hygiène corporelle à cause de sa maladie, voilà, il ne se douche pas et tout ça. C'est un exemple, hein, et tout ça. Et le fait d'être structuré, d'être dans une structure où justement on va l'aider au quotidien, on va l'accompagner et tout ça, et que il n'est pas isolé et que on est là pour lui et tout ça, et ben, du coup, il va se projeter et essayer de s'imaginer d'être inséré socialement, alors que nous, à l'époque, non. Jamais on m'a dit, ah tiens, fais ci. Je l'ai fait de moi-même, ça. Ce travail-là, je l'ai fait de moi-même. Ouais. Et donc, je trouve, et je suis optimiste, hein, parce que je dis là, les médecins, les internes en psychiatrie, ils vont vivre un véritable boom, je pense encore. Et qu'on va vivre beaucoup mieux avec ces pathologies-là. Et puis, ouais, d'où le besoin de cette désinstitutionnalisation aussi, et c'est un terme qu'on emploie beaucoup dans les différentes conférences et dans le militantisme par rapport au handicap. C'est vraiment un sujet qui revient assez régulièrement, et vont naître de plus en plus des initiatives comme ça, d'habitat collectif, inclusif, de lieux d'école qui ne sont pas des IME, des CESAD, mais des écoles où il y a des copartages en termes de direction, mais aussi en termes de pédagogie ou quoi. Moi j'aspire, je pense vraiment que la puissance du local, il y a quelque chose qui se joue. Oui. Après, bon, on va peut-être pas aller sur ce sujet parce qu'en effet, ça implique plein d'autres facteurs aussi, mais en tout cas, c'est intéressant de peut-être de regarder ça de plus près, quoi. D'accord. Et merci infiniment. On va clôturer là pour les interventions. Je veux bien qu'on continue après, si vous êtes OK, post conférence. Merci infiniment à vous deux, mesdames. Merci de votre accueil. Merci à vous. Et merci à Dear Valid People. Dear Valid People.